Bonsoir à tous, vous faites bien de nous rejoindre pour le tour de l'actualité. Voici le sommaire. Un nouveau pas vers l'autonomisation énergétique. Le Bénin se dote d'une 3e centrale solaire dans le département du Plateau. Les précisions du directeur général de la Société béninoise de production d'électricité dans un instant. La destination Bénin à travers des lignes et des pages, la revue continentale Aéroport Magazine d'Afrique consacre sa nouvelle parution aux richesses culturelles et touristiques du Bénin. Une des plus anciennes voix de la musique béninoise vient de s'éteindre. Dassa Bouté Pierre quitte définitivement la scène, mais son héritage résonnera encore pour longtemps. Un chiffre pour ouvrir ce journal, 3 551 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet général de l'État, exercice 2025. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances est allé présenter les grandes lignes du projet aux députés à l'Assemblée nationale. Retrouvons à Porto-Novo Nathalie Doris Olabi. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances a exposé aux députés de la 9e législature les grandes lignes du document budgétaire gestion 2025. De son exposé, il est à retenir que le projet de budget gestion 2025 est équilibré en charges et en ressources pour un montant total de 3 551 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 11% par rapport à celui de 2024 qui était de 3 199,3 milliards de francs CFA. C'est un budget qui est construit toujours en gardant le cap sur la gestion rigoureuse des fonds publics, en gardant le cap sur la maîtrise des dépenses publiques, mais en gardant également le cap sur la poursuite des investissements pour garder le momentum, pour garder le rôle de propulseur du développement qui est l'investissement public. Toujours dans son exposé, Romuald Ouadaï a souligné que le total des ressources budgétaires s'élève à plus de 2 000 milliards de francs CFA en 2025. Grâce aux recettes que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire que la moitié de ce que nous prénovons permet de financer l'intégralité des investissements. Dans la vraie vie, c'est une fongibilité, tout va dans la même caisse. Mais vous pouvez considérer aujourd'hui qu'avec les 2 000 milliards qu'on a, on peut payer tous les fonctionnaires, 600 milliards, on peut faire tous les investissements, 1 000 milliards, il reste encore 400 milliards pour faire tourner le pays. C'est ce que ça veut dire, ça. Et ça, c'est très important, on doit être fier de ça. Selon l'argentier national, ce budget permettra d'atteindre certains indicateurs puisqu'il est envisagé un taux de croissance économique de 6,8%. Pour 2025, le budget que nous avons lancé donc, permettra d'avoir un taux de croissance de 6,8% contre 6,7% en 2024. Donc, vous voyez, 2025 va ressembler en termes de production à peu près flat, la même chose que 2024. Mais notre intention, s'il n'y avait pas eu Covid, guerre, fermeture de frontières, etc., en 2025, on espérait avoir un taux de croissance de 2 chiffres. Ce n'est pas perdu. J'espère que très rapidement, 26-27, le Bénin va pouvoir afficher un taux de croissance de 2 chiffres. Nous avons le potentiel pour ça. Nous avons le potentiel. Quand on va enclencher un taux de croissance de 2 chiffres, là, on va commencer à percevoir vraiment un effet majeur. Le ministre d'État a également précisé aux députés que ce budget est centré sur le bien-être des citoyens et rassure que les interventions du gouvernement dans divers secteurs vont se poursuivre et même se renforcer avec le budget de l'État 2025. Direction Glodjibé à présent, des officiers supérieurs de l'armée béninoise au contact des réalités de la zone industrielle économique, industrielle de Glodjibé. Les hauts gradés ont visité tous les compartiments de ce bijou économique. Objectif, toucher du doigt les réalisations en cours et aussi envisager la sécurisation des lieux. C'était sous le regard de Gilles Dansou et Ernest Tétégou. La GDIZ aux couleurs des forces armées béninoises. Cette grande machine d'industrialisation de l'économie béninoise reçoit la visite des officiers supérieurs de l'armée avec à leur tête le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées béninoises. L'industrialisation est en marche dans ce hub économique. Nous avons été tous impressionnés par le rythme de développement du tissu industriel béninois, impressionnés par la
quantité de personnes employées ici, impressionnées par la qualité des outils que nous avons vus et la qualité des produits finis. Cette visite a deux objectifs. Le premier, c'est de constater de visu ce qui se passe. Le second, c'est de réfléchir à comment sécuriser, protéger ce site qui est devenu un emblème pour le pays. C'est un objectif stratégique. On peut être au Bénin et ne pas savoir que certaines choses extraordinaires se déroulent au Bénin. Nous sommes venus sur ce site pour nous enquérir de ce qui s'y déroule et nous avons constaté que le Bénin avance. Le Bénin avance de manière extraordinaire et nous en sommes fiers. Ces hauts gradés de l'armée béninoise avaient à leur côté les anciens appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Et nous sommes sidérés par ce que nous avons vu. Nous constatons qu'effectivement, le Bénin est rentré dans l'ère de l'industrialisation. On ne peut pas dire mieux, c'est parti et nous allons prier pour que cette dynamique-là puisse continuer au niveau de nos gouvernants et que tout le peuple béninois puisse en tirer les meilleurs profits. Ils repartent bien satisfaits de la visite et des progrès réalisés sur place. Une troisième centrale solaire dans le département du Plateau. Cela procède de la volonté du gouvernement d'accroître les potentialités du Bénin pour une autonomie énergétique. C'est en tout cas ce que je vous invite à suivre ici à travers ces précisions recueillies par Jérôme Humbo. Ce projet représente non seulement un symbole en matière d'engagement du gouvernement du président Patrice Talon, en matière de transition énergétique et surtout pour les populations béninoises, une façon de sortir de la précarité énergétique, mais également une étape majeure dans les ambitions de la Société béninoise de production d'électricité pour le renforcement de la production d'énergie renouvelable en vue d'améliorer l'alimentation électrique pour les populations sur le territoire du Bénin. L'objectif du gouvernement du président Patrice Talon, porté par la Société béninoise de production d'électricité, est de mettre en place les infrastructures de production en vue d'atteindre une autonomie énergétique d'ici 2026. Pour ce faire, un minimum de 150 MW de production d'origine photovoltaïque a été prévu, dont 75 sont prévus pour être installés sur le site de Ilou-Lofni. Ainsi, à la suite de la mise en service en juillet 2022 de la première tranche de 25 MW portée par le projet Defisol, le lancement a été fait pour la seconde tranche en septembre 2023 pour une puissance de 25 MW et aujourd'hui nous nous réunissons avec l'accompagnement de nos partenaires historiques. Je veux citer l'Union européenne et l'Agence française pour le développement pour relever ensemble le défi d'une production d'électricité encore plus verte. 12 mois pour cette nouvelle centrale à livrer pour notre bonheur commun. Le projet Forsom permettra la construction d'une centrale photovoltaïque de dernière génération sur une superficie de 21 hectares. Grâce à cette volonté politique affichée du gouvernement, à l'expertise de nos partenaires techniques, RMT et FAGE, et au consortium formé par le groupe Aeon Consulting, 3E et Socrège, avec l'implication des différentes autorités locales et l'ensemble des acteurs, je reste convaincu que ce projet sera un succès retentissant, aussi bien que ce qu'à quoi le président Patrice Talon nous a habitués depuis quelques années. L'effectif du personnel du ministère de la Justice sera bientôt renforcé. 146 nouveaux agents sont attendus au terme du concours de recrutement lancé aujourd'hui même à Cotonou par 2 ministres du gouvernement. Alain Sochoumé et François Zissou nous retracent ici le film du lancement. Il est 7 heures. Certains candidats sont déjà en salle. D'autres cherchent leur salle avec l'aide de l'équipe d'organisation. Ce branle-bas matinal au CEGB Gamin est dû à un fait spécial. C'est le jour de la composition
pour le concours de recrutement de fonctionnaires de l'État. Le ministère de la Justice a connu un manque criard de personnel et depuis 2016, le gouvernement du président Talon s'attelle à renforcer donc les capacités en ressources humaines de ce ministère et dans d'autres domaines. Au titre des candidatures à ce concours, nous avons enregistré au total 2725 candidats, dont 1035 femmes. Avec ce recrutement, l'effectif mis à la disposition du ministère de la Justice depuis 2016 est de 754, soit 609 déjà par le passé récent. Vous convenez avec moi que le chiffre n'est pas négligeable et qu'en faisant ce recrutement, le gouvernement lutte en même temps contre le chômage des jeunes. Et vous allez donc remarquer qu'à la fois ici, nous avons du personnel greffier, donc du personnel technique judiciaire qui va être recruté. Et nous aurons également du personnel technique, des programmeurs qui vont également être recrutés. Ces personnels font contribuer à des initiatives qui sont en cours, qui visent à faire de la justice un service public totalement à disposition des populations et capable de répondre aux besoins qui sont les besoins de nos compatriotes. Avec les nouvelles recrues, le ministère compte bien jouer sa partition dans la digitalisation des services publics. Il entend œuvrer davantage à la satisfaction des usagers. Pour la justice, nous avons essentiellement des aspects services publics, donc fourniture des services aux usagers. Cette digitalisation qui est en cours vise à faciliter une meilleure mobilisation de toutes ces données pour pouvoir plus rapidement avoir des réponses adaptées. À l'issue de ce concours, 146 personnes seront retenues, dont 7 en situation de handicap. L'Université nationale d'agriculture organise l'édition 2024 des journées de coopération et de l'insertion professionnelle. Elle vise à mettre en lumière le secteur agricole pour accroître son attractivité au sein des jeunes. Le thème de la conférence inaugurale est intitulé « Meilleure employabilité des diplômés », les actions à l'Université nationale d'agriculture. Miché Elegbe et Nathalie Doris Olabi. En organisant des journées de coopération et de l'insertion professionnelle, l'Université nationale d'agriculture de Sakété a pour ambition de créer un espace d'échange et de partage où l'innovation et le savoir-faire se rencontrent. Ceci, non seulement pour favoriser la compétitivité et la productivité des exploitations agricoles, mais aussi pour porter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. L'agriculture, qui est un pilier de l'économie nationale, mérite que nous unissions nos efforts pour relever les défis d'aujourd'hui, qu'ils soient liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire ou à la durabilité. Ces journées symbolisent plus qu'un simple rassemblement. Elles incarnent un engagement collectif à rapprocher le monde universitaire et les praticiens du terrain. Pour faire des jeunes générations des acteurs pertinents du tissu économique national, cela veut dire capables de trouver leur emploi ou de s'auto-employer. Il y a plusieurs étapes qui nécessitent une synergie ou des coactions des acteurs. C'est ce qui justifie l'invite de l'UNA à réfléchir autour du thème « Quelle coaction innovante pour une agriculture béninoise résiliente et pourvoyeuse d'emplois durables pour les jeunes ». Ces journées sont également une occasion pour les diplômés de l'UNA de présenter devant un jury des plans d'affaires élaborés après plus de 6 mois de formation. Chers étudiants, ces journées sont pour vous, essentiellement pour vous. Imprégnez-vous des échanges. Saisissez les opportunités et engagez-vous à transformer vos rêves en réalité. Nous croyons en votre potentiel et nous sommes là pour vous soutenir. Plusieurs communications et panels sont prévus pour animer ces journées, à l'issue desquelles les meilleurs plans d'affaires seront primés. Le modèle du musée en Afrique nourrit les débats à l'école du patrimoine africain à Porto Novo. C'est à l'occasion d'un colloque international qui réunit
une trentaine de scientifiques. Les travaux sont placés sous le thème « Repenser le modèle du musée en Afrique, nouvelle stratégie de renouvellement de l'offre à l'ère des sociétés post-coloniales et de la transition socio-écologique ». Calvador Awanou, Nathalie Doris, Olabi. Ce présent colloque vient nourrir le programme de recherche scientifique sur la restitution des biens culturels du Bénin porté par l'École du patrimoine africain en collaboration avec 2 laboratoires de recherche partenaires. Ainsi, savants, chercheurs, experts, sachants et étudiants de plusieurs horizons sont venus pour exposer des réponses scientifiques sur l'avenir des musées en Afrique. Je vous inviterai à participer activement aux échanges, à partager vos expériences, à poser des questions, à proposer des idées innovantes et à vous engager dans des dialogues constructifs. Car je reste convaincu que c'est par la collaboration et le dialogue que nous pourrions proposer des solutions adaptées aux défis de notre époque. Quel meilleur endroit que le Bénin pour repenser aujourd'hui le modèle du musée en Afrique. Avec 4 grands projets muséaux en cours de réalisation, ce pays offre un terrain de réflexion et d'expérimentation passionnant. Je tenais à saluer la volonté et la capacité des autorités et experts béninois du patrimoine et de la culture à tirer les enseignements le plus rapidement possible de l'action ambitieuse que le gouvernement béninois mène dans ce domaine. Plusieurs communications réparties en 6 axes thématiques vont meubler les travaux du dit colloque scientifique. Nous croyons fermement que de ce rendez-vous de Porto-Novo jaillira un message fort pour le renouveau muséal. Nous croyons qu'il est possible de rallumer, de maintenir la flamme de la fierté chez les jeunes et les adultes en renforçant notre approche de valorisation du patrimoine culturel. C'est fort de ces convictions que le Bénin assume, avec méthode et détermination, la responsabilité qui est la sienne dans cette nouvelle dynamique. Présenté par le professeur Amadi Bokoum, directeur de recherche de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la communication inaugurale a pour thème « Réinventer le musée africain pour quels intérêts des communautés ». C'est une revue trimestrielle de promotion des destinations africaines. Depuis 2 ans déjà, Aéroport Magazine d'Afrique est distribué dans les principaux aéroports du continent et aussi dans les chancelleries africaines en France. C'est une véritable vitrine de la richesse culturelle et touristique de l'Afrique. Son 9e numéro est entièrement dédié au Bénin. Je vous invite à le feuilleter en compagnie de Christelle Tongodo et Igor Ayoso. Depuis son lancement en juillet 2022, Aéroport Magazine d'Afrique a su fidéliser plus de 20 annonceurs grâce à sa crédibilité et sa fiabilité. Le numéro 9, dédié au Bénin, invite les lecteurs à découvrir un pays riche d'un patrimoine culturel. Il offre également un regard sur le dynamisme du Bénin, tant sur le plan touristique qu'économique. Nous estimons que si le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour révéler notre potentiel touristique, il est du devoir des médias à leur tour de tout faire pour pouvoir exposer convenablement et de façon professionnelle ce potentiel touristique. Donc, dans ce spécial Bénin, il y a une 50aine de pages sur le tourisme au Bénin. Vous avez les projets structurants, les plus grands projets structurants, les joyaux qui sont déjà réalisés. Vous avez les aménagements des sites touristiques. Et aussi, nous avons glissé dans ce spécial Bénin quelques articles sur la culture, sur la musique, sur les arts plastiques, sur le 7e art. Nous avons fait des portraits. Avec une présence dans plusieurs pays africains et des partenariats stratégiques, la revue Aéroport Magazine d'Afrique va au-delà de l'information. En combinant sa version physique à une offre en ligne, Aéroport Magazine d'Afrique s'adresse à une audience variée et connectée. Nous faisons une distribution intéressante de la version digitale et donc on a aujourd'hui par numéro pratiquement 30 000 téléchargements de la version digitale. C'est pour vous dire qu'il y a un intérêt des lecteurs pour Aéroport Magazine qui est un outil de valorisation de nos destinations africaines. Ça révèle encore le Bénin autrement et c'est ce que nous voulons, que chacun essaye d'apporter sa pierre d'édifice à cette construction, cette élévation du Bénin d'aujourd'hui.
En 2 ans, cette revue trimestrielle s'est imposée comme un ambassadeur de choix, valorisant l'Afrique comme une destination incontournable à travers le monde. Si vous êtes usager de la route, cet avertissement vous concerne. La police républicaine tape du poing sur la table. Face à la persistance des infractions au code de la route, elle annonce une vaste opération de répression et à travers un communiqué, le directeur général de la police républicaine invite tous les usagers de la route à se mettre en règle. Les contrôles démarrent dans 48 heures. À quoi faudra-t-il s'attendre? Voici quelques éléments de réponse avec Ayeloju Amoussou et Brice Menaï. 18 novembre, date butoir, la police républicaine passe à la répression. Sans casque derrière un motocycliste, sans ceinture de sécurité dans votre voiture, police d'assurance non à jour, visite technique expirée, vous serez puni avec la dernière rigueur. Dans un communiqué, la police républicaine relève le relâchement inquiétant du respect des prescriptions du code de la route. Ces attitudes inciviques mettent en danger la sécurité de tous les usagers. C'est surtout suite à l'incivisme de certains citoyens qui se complaisent dans le refus délibéré de se conformer au respect des prescriptions du code de la route que le directeur général de la police républicaine a annoncé dans un communiqué en date du 13 novembre. Cette vaste opération, elle se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Retrouvons maintenant notre envoyé spécial à la COP 29. Depuis Bakou en Azerbaïdjan, William Tchouki fait un focus sur un des secteurs les plus touchés par les changements climatiques au Bénin, le secteur agricole. Un secteur ébranlé, mais aussi un secteur résilient, nous apprend-il. Ils sont dans la fleur de l'âge, mais à fond sur les questions climatiques et ses affres sur notre vécu. Ils sont à Bakou parce que plus méritants parmi des centaines de jeunes béninois voulant aussi hisser leur engagement climatique face au laxisme des décideurs politiques. L'agriculture, premier pourvoyeuse de devises pour le Bénin, est menacée par les fortes émissions de gaz. Leur panel d'échange se veut explicatif. Il est également très important d'impliquer les communautés locales dans les processus déjà depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre de ces différents projets parce que ce sont les principaux bénéficiaires et ces projets doivent répondre surtout à leurs besoins, à leur propre réalité. Les efforts du Bénin en termes de renforcement de la résilience des communautés locales, de la mise à disposition du financement pour les producteurs agricoles, le TIC au service de ce secteur, un chapelet d'action que les organisations non gouvernementales viennent renforcer. C'est le cas de Polyafrique Bio dans la commune de Grand Popo, une initiative d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous proposons des fontaines adaptées aux populations qui viennent jouer le rôle de filtre. Et aussi, il y a parmi les solutions que nous proposons une fontaine qui retire le sel de l'eau, puisque l'eau qui est bue dans ces zones-là, c'est des eaux non seulement sales, mais c'est des eaux également salées. Le Bénin en mode partage d'expériences, des innovations et convictions, objet d'intérêt et de curiosité des délégués des autres pays. Ah, la vie, elle est pleine de farces, de gens sans honneur et de filles sans amour. L'artiste béninois, auteur de cette phrase, vient de tirer sa révérence. Vous l'avez reconnu, Pierre Dassabouté s'est éteint à l'âge de 76 ans. Qui était Pierre Dassabouté? Alain Sochoumé nous livre un aperçu de son parcours. La vie, elle est pleine de farces. Pierre Dassabouté, le parolier des montagnes, s'en est allé. Né vers 1948 à Pouya, près de Natitengu, Pierre Dossia Dassabouté est bien plus qu'un musicien. Ancien instructeur de jeunesse formé en Israël, l'ancien fonctionnaire n'a pas perdu la flamme artistique qui brûlait en lui. Il avait un message à passer à travers le plus célèbre de ses titres, Message. Ah, la vie, elle est pleine de farces, de gens sans honneur,
de filles sans amour. Ah, qu'est-ce que l'amour? C'est une vraie foutaise. Reçois donc ce message, toi qui veux me quitter. Le guitariste n'était jamais loin de son instrument. Avec sa guitare sèche, il n'hésitait pas à ouvrir les portes du secret musical à la jeune génération. La profondeur et la richesse des textes de sa musique faisaient de Pierre dans sa beauté un griot, un philosophe et un éveilleur de conscience. Il a su marquer son époque et les esprits. Dans toute sa beauté, la musique de Dassa Bouté continuera certainement de bercer les cœurs encore pendant des années. À 76 ans, l'artiste s'en est allé et puisque l'artiste ne meurt jamais, nous disons salut l'artiste. Un tour au cinéma avec le film béninois intitulé Ni chaîne ni maître, un film du béninois Simon Moutaïrou, un film qui raconte l'histoire des esclaves noirs fuyant les sévices corporels et émotionnels. On les appelait des marrons. Voilà un sujet souvent traité au cinéma par des réalisateurs américains, mais comme vous le savez, l'histoire de la chasse est différente selon qu'elle est racontée par le gibier ou par le chasseur. C'est pourquoi Simon Moutaïrou nous propose ici une autre lecture de ces réalités historiques. C'est un dossier réalisé par Simon Villon, Ramatou Lawani et Patrick Diossou. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Ni chaîne, ni maître. Un film sur le marronnage durant l'esclavage. On appelait en espagnol cimarrón l'animal domestique qui retournait à l'état sauvage. Quand l'esclavage est arrivé, c'est ainsi qu'on a appelé l'esclave qui s'enfuit de la plantation. Donc oui, le marronnage, c'était le fait symboliquement de briser ses chaînes. Ni chaîne, ni maître, avec un réalisateur, ni blanc, ni noir, un franco-béninois. Si j'ai donné ce titre de ni chaîne, ni maître, c'est pour rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont vécu des choses que nous ne vivrons jamais, ils ont quand même eu la force en eux de dire non et de redresser la tête. Si eux, il y a 4 siècles, dans des conditions que nous ne connaîtrons jamais, ont eu la force de dire non, évidemment, nous pouvons le faire aussi. De l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou, où les professionnels des médias et du cinéma ont pris langue avec le réalisateur, allons à la salle de projection de Canal Olympia, toujours à Cotonou, où sur les gradins est installé le gratin des milieux intellectuels, culturels, artistiques, touristiques et politiques du Bénin ou installés au Bénin. À la fin du film, c'est surtout des émotions, c'est très fort. C'est tout un pan de notre histoire commune dont on ne parle pas souvent, en tout cas pas suffisamment. C'est un angle aussi de l'esclavage qu'on voit rarement. Le film est magnifiquement réalisé, les tableaux sont vraiment très beaux. Et on est très fiers que le réalisateur et le producteur soient béninois. C'est vraiment une fierté pour nous et passer un très bon moment, très touchant. Voilà. C'est magnifique. Félicitations à M. Simon et à notre président, parce que tout ce qu'on est en train de voir, et autant de notre président, et ça montre qu'au Bénin, nous-mêmes, nous avons des choses à montrer aux gens. C'est mon histoire. Je suis de la descendance des plus forts et des plus valeureux. Parce que déjà, la traversée était un premier filtre. Vivre dans les situations, les conditions dans lesquelles, c'était un deuxième filtre. Et le troisième, parce qu'on en parle très peu, ce sont tous ceux qui ont marronné. Mais on a ceux qui n'ont pas marronné, mais qui sont restés sur la plantation. Et ce sont ceux qui ont permis la liberté. Je suis une descendante d'esclavagistes et une descendante d'esclaves. Dans ce film, je trouve que toutes les parties ont été respectées. Si vous avez l'occasion de voir ce film, allez le voir, n'hésitez pas une seconde. Quand j'ai vu les visages des Moutaïrou, j'ai vu les visages des miens, je me suis dit que tout le parcours que j'ai fait depuis le début, c'était pour vivre ce moment,
sur la terre du Bénin. De toutes les projections que j'ai faites depuis le début, et Dieu sait qu'il y a eu des projections émouvantes, c'était de loin la plus belle. Film au sujet intense et au budget immense. Double chapeau donc pour Ni chaîne ni maître, dont le titre comporte 2 i avec accent chapeau, accent circonflexe. Sans complexe, ce film, allons le voir et le revoir. Et voilà, nous voici au terme de votre journal. Merci de votre aimable attention.